Lors de la fête de départ à la retraite de ma mère, mon frère l'a remercié de l'avoir élevée seule. Je m'appelle James, j'ai 29 ans, et jusqu'à samedi dernier, je pensais avoir enfin accepté la façon dont ma famille me voyait. Je croyais avoir fait la paix avec le fait que, sur toutes les photos accrochées au mur de ma mère, je suis soit recadré, soit commodément oublié. Je pensais avoir assez de cuir pour ne plus être touché par leurs petites piques lors des repas de famille. Il s'avère que j'avais tort, très tort. Laissez-moi vous expliquer un peu. En grandissant, il était évident que mon frère aîné Eric était le préféré. Je ne parle pas de l'habituelle différence entre l'aîné et le cadet, je veux dire qu'à partir du moment où j'étais assez vieux pour avoir des souvenirs, je me souviens que ma mère rayonnait pour ses plus petites réussites, tandis qu'elle à peine remarquait les miennes. Eric a marqué un but au football, il y a eu un gâteau, des ballons et une photo encadrée dans le salon pendant des semaines. Quand j'ai remporté la première place à la foire scientifique régionale, j'ai eu droit à un « c'est bien, mon chéri », et elle a continué à faire défiler son téléphone. Mon père n'était pas vraiment là, il est parti quand j'avais environ 6 ans, et cela constitue une histoire à part que je ne vais pas aborder ici. L'essentiel, c'est qu'après son départ, ma mère nous a élevés seuls, ou plus précisément, elle a élevé Eric, et moi, j'étais juste là, une présence silencieuse, maladroite, à la périphérie de la dynamique familiale, comme un cousin qui reste trop longtemps. J'ai essayé, vraiment, j'ai étudié dur, je suis resté à l'écart des ennuis, et j'ai fait ce que je pensais qu'elle attendait de moi, espérant qu'un jour elle me verrait. Mais peu importe ce que je faisais, c'était comme crier dans le vide. Eric, lui, ne faisait jamais d'erreur. Même lorsqu'il en faisait, comme lorsqu'il a été pris en flagrant délit de conduite en état d'ivresse à l'université, cela devenait une anecdote attendrissante. Les garçons sont des garçons, disaient mes tantes à chaque Thanksgiving. Eric a toujours eu un côté sauvage. C'est moi qui l'ai sorti de là. D'ailleurs, j'ai payé son amende avec mes économies et je n'ai jamais eu un merci, pas une seule fois. Avançons jusqu'au week-end dernier, la fête de départ à la retraite de ma mère. Elle avait été enseignante dans une école publique pendant 35 ans. Un centre communautaire entier a été loué, avec des traiteurs, des décorations, un diaporama retraçant sa vie. Eric était naturellement l'animateur de la soirée, et moi, malgré le fait que j'ai organisé toute la logistique en coulisses, réservé les traiteurs, préparé le diaporama et arrangé la liste des invités, je n'étais qu'un simple spectateur. Aucun mot sur moi dans les discours, aucun remerciement, mais j'y étais habitué. Cela faisait des années que c'était comme ça. Alors, je souriais, je m'asseyais au fond et j'applaudissais comme tout le monde. Puis vint le discours. Eric a pris le micro avec cette confiance qu'il a toujours eue, celle que l'on acquiert lorsqu'on vous dit chaque jour que vous êtes spécial. Il a parlé du travail acharné de ma mère, de son dévouement, de ses sacrifices, tout cela était vrai. Puis, avec un petit rire nostalgique, il a ajouté « Maman, merci de m'avoir élevé seul. Tu m'as tout donné, tu m'as élevé pour devenir ce que je suis aujourd'hui. » La salle a ri doucement, mais ma mère, elle, a éclaté de rire. Ce n'était pas un petit rire modeste, non, c'était un rire profond, sincère, comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle au monde. Elle s'est penchée vers le micro, l'a pris et a dit « Eh bien, c'était le seul qui valait la peine d'être élevé. » Je vous jure qu'à ce moment précis, mon cœur a cessé de battre. Et puis, mes tantes, les sœurs de ma mère, ont acquiescé, comme si c'était une vérité évidente qu'elles avaient toujours cru. L'une d'elles a même chuchoté, suffisamment fort pour que la table autour d'elle l'entende, il a vraiment été une bénédiction. James, lui, était toujours juste là. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une tempête de neige, avec cette douleur aiguë dans les poumons, cette sensation de l'air coupant entre vos côtes. Je suis resté là, figé, chaque cellule de mon corps en feu. J'aurais pu rester silencieux, j'aurais pu laisser passer cela comme je l'avais toujours fait, mais quelque chose en moi, peut-être la fierté, peut-être la douleur, ou peut-être des années d'invisibilité, a craqué. Je me suis levé lentement, je pouvais sentir les regards se tourner vers moi avant même que je ne dise un mot. Mes mains tremblaient, non pas de nervosité, mais avec quelque chose de plus lourd, un poids accumulé pendant presque 30 ans. Je suis allé à l'avant. Je n'avais pas l'intention de prendre le micro, je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit, mais Eric avait l'air perplexe et ma mère semblait agacée, comme si je coupais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Un des collègues de ma mère m'a tendu le micro avec un sourire poli. Je l'ai pris, puis j'ai regardé la salle. Des rangées et des rangées de personnes qui ne connaissaient que la version de notre famille que ma mère leur avait racontée, collègues, cousins, voisins, des gens que je n'avais pas vus depuis des années, des gens qui n'avaient aucune idée de ce que j'allais dire. J'ai commencé par quelque chose de simple, « Bonjour, je suis James, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'autre fils d'Hélène. » Quelques personnes ont ri légèrement, pensant que je plaisantais. Mais ce n'était pas une blague. J'ai pris une grande inspiration. Je n'avais pas l'intention de parler aujourd'hui, je pensais que c'était son moment.
Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose qui méritait, je pense, d'être éclairci. La salle s'est tue. L'une des tantes a essayé de tousser bruyamment, comme pour me prévenir. Le sourire de ma mère s'était durci en une expression fragile. Elle l'a élevé seule, c'est vrai, ai-je poursuivi. Elle a donné des heures, du travail, des nuits tardives, des réunions parents-professeurs, mais pour que tout soit bien clair, elle avait 2 enfants, 2 garçons. L'un a eu les projecteurs, l'attention, le soutien et l'autre, eh bien, il a eu cela, une chance de parler enfin à un micro, parce que personne ne pensait qu'il le ferait un jour. Eric était figé, complètement immobile. Ma mère a croisé les bras, les lèvres serrées en une fine ligne. Je pouvais la voir scruter la foule, inquiète, non pas pour moi, mais pour les apparences. Je voulais m'arrêter, vraiment, mais quelque chose en moi avait besoin d'être entendu. J'avais besoin que quelqu'un, n'importe qui dans cette pièce, sache ce que j'avais vécu. Alors, j'ai continué. J'ai parlé des anniversaires oubliés, des réunions parents-professeurs qu'elle avait ratées, de l'exposition d'art à laquelle elle n'était jamais venue, des matchs de football où je m'assoyais seul. J'ai évoqué la façon dont elle souriait à la photo d'identité d'Eric, comme si c'était une photo de blague, tandis que moi, j'étais puni pour avoir eu un B en mathématiques. Les gens étaient maintenant silencieux, complètement figés. Je pouvais sentir l'élan grandir en moi, comme une vague, comme si chaque mot réprimé que j'avais avalé au fil des années se frayait un chemin à la fois. Ma voix commençait à trembler, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je n'avais plus peur. J'étais en colère. J'étais fatigué. Et puis je l'ai dit, je n'ai pas été élevé, j'ai été ignoré. Vous auriez pu entendre une épingle tomber. Et juste au moment où j'allais dire ce qui s'était passé le jour où papa est parti, juste au moment où j'allais révéler ce secret, celui que maman s'était assurée qu'il ne quitte jamais notre maison, j'ai croisé son regard. Elle savait ce qui allait arriver. Son visage pâlit, ses lèvres s'ouvrirent légèrement, puis elle secoua la tête, juste une fois. Un petit geste délibéré, à peine perceptible pour les autres, mais pour moi, c'était assourdissant. C'était le même regard qu'elle m'avait donné le jour où papa est parti. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 6 ans, Eric en avait 10. Maman était debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés, la mâchoire serrée, et papa avait sa valise dans une main et ses clés de voiture dans l'autre. Il ne m'a même pas regardé. Il a serré Eric dans ses bras, lui a ébouriffé les cheveux et lui a dit « Sois l'homme de la maison maintenant ». Puis il m'a jeté un coup d'œil, a cligné des yeux comme s'il avait oublié que j'étais là et s'est tourné. J'ai pleuré, pas bruyamment, juste un petit sanglot, celui que les enfants laissent échapper quand ils sont trop confus pour vraiment comprendre ce qui se passe. J'ai levé les yeux vers maman, espérant un câlin, une main, n'importe quoi. Mais au lieu de cela, elle m'a regardé et m'a dit « Il n'a jamais vraiment été à toi. Ne fais pas comme si tu avais perdu quelque chose. » Je n'y avais pas pensé depuis des années. Je l'avais enfoui au fond de moi, plus profondément que tout le reste. Mais ce regard qu'elle m'a donné, il a tout remonté à la surface, comme un crochet dans ma poitrine. Alors j'ai serré le micro. J'avais 6 ans, ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. Et je me souviens exactement de ce que tu m'as dit quand il est parti. Tu m'as dit que je n'avais rien perdu, que ce n'était pas à moi et j'y ai cru. Je pensais que si même toi, tu pensais que je n'avais pas d'importance pour lui, alors peut-être que je n'avais vraiment aucune importance. Il y eut des halètements, des vrais cette fois, de quelques collègues de maman, de quelques cousins. Tante Louise a même mis sa main sur sa bouche. J'ai passé des années à penser que c'était moi le problème, que je n'étais pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez intéressant pour mériter le même amour qu'Eric. Et je n'ai rien dit, pas quand tu as oublié mon anniversaire 3 années de suite, pas quand tu m'as traité de ingrat pour avoir demandé pourquoi l'université d'Eric était entièrement payée mais que moi je devais prendre des prêts. Pas même quand tu as dit aux gens que je suis parti pour être égoïste, alors qu'en réalité, je suis parti parce que cette maison, cette famille, me faisait sentir que je n'existais pas. Eric finit par réagir. Il se leva, fit un pas hésitant vers moi. James, allez, tu dramatises, ce n'est pas le moment. Je me tournai lentement, calmement. Ce n'est pas le moment ? Quand est-ce le moment, Eric ? Quand tu es applaudi pour être l'enfant doré encore une fois, quand tout le monde passe des albums photos où je suis littéralement coupé des photos de groupe. Tu as eu 30 ans de discours, 30 ans à être le seul digne d'être élevé. Moi, je n'ai que 10 minutes. Il s'assit brutalement. Je scrutais la salle. Les gens étaient mal à l'aise. Les invités, qui souriaient poliment auparavant, semblaient maintenant stupéfaits, incertains de se lever et partir ou de rester figés dans leur chaise. Une amie de maman essaya de me sourire, comme si je venais de partager quelque chose de courageux. Elle n'avait clairement pas compris. Ce n'est pas une question de jalousie, dis-je avant que quelqu'un puisse essayer de tourner cela ainsi.
Ce n'est pas une question de vouloir une vedette ou un trophée. C'est une question du fait qu'une mère de 2 enfants en a élevé un et a dit à l'autre tous les jours, de 100 manières subtiles, qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il n'était pas voulu, qu'elle le regrettait. Cela attira l'attention de maman. Sa bouche se serra, sa mâchoire se contracta et, pendant un instant, juste un instant, je pensais qu'elle allait dire quelque chose, peut-être des excuses, peut-être une justification. Mais elle se leva lentement, fit quelques pas vers moi et dit, « Tu n'as aucune idée de combien ça a été dur. » Elle ne le dit pas avec colère, elle le dit comme si j'étais un enfant qui ne pouvait pas comprendre, comme si c'était son moment de douleur. Maintenant, je devais garder la maison ensemble, continua-t-elle. Je devais travailler 2 emplois. Ton père m'a laissé avec rien. J'ai fait ce que je devais faire. Je ne t'ai jamais blâmé pour la lutte. Je répondis, je t'en ai voulu pour avoir prétendu que je n'en faisais pas partie, pour m'effacer de l'histoire, pour agir comme si lui était le seul qui comptait. Elle répliqua vivement, non. Non, dis-je. Tu as donné à Eric tout ce que tu pouvais. Tu m'as donné des restes, tu m'as donné du silence. Nous nous fixâmes dans les yeux. La pièce retenait son souffle. Puis, elle laissa tomber le masque, cette couche mince de politesse qu'elle portait toujours en public. Ses yeux se plissèrent. Tu as toujours été tellement dramatique, dit-elle, secouant la tête d'un air dégoûté. Toujours en train de jouer la victime. Pauvre James, tellement détesté, tellement incompris. C'est pour ça que personne ne se connecte à toi, c'est pour ça que tu n'as jamais eu de véritable relation, c'est pour ça que même ton père... Je l'interrompis. Ma voix était basse mais d'une netteté mortelle. N'ose pas l'impliquer dans ça. Tu l'as laissé me laisser derrière. Tu l'as vu embrasser un fils et ignorer l'autre, et tu es d'accord avec ça. Un autre silence. Plus profond cette fois, une pause qui ne remplissait pas seulement la pièce mais semblait s'enfoncer dans le sol, dans les murs, dans l'air lui-même. Et à cet instant, je réalisais quelque chose. Elle n'était pas choquée que je dise tout cela. Elle n'était pas honteuse. Elle était agacée que j'ai perturbé son récit, sa fête de retraite parfaite, son hommage à son garçon doré, son histoire de « Regardez comme j'étais forte en tant que mère célibataire ». Mais elle n'était pas la seule à avoir une histoire. Je jetai un regard sur les invités, sur les gens qui étaient venus célébrer une femme qu'ils pensaient connaître, sur Eric, toujours affalé dans son fauteuil, pas les silencieux. Et je dis, tu veux la remercier de t'avoir élevé seul, Eric? Très bien, remercie-la, mais ne fais pas semblant que je n'étais pas là. Ne la laisse pas faire croire que c'était un sacrifice noble où elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Parce qu'elle avait 2 fils. Elle en a choisi un. Je me tournai pour partir et c'est alors que je l'ai entendu. Un battement d'applaudissements lent et hésitant, suivi d'un autre, puis d'un troisième. Ce n'était pas une ovation debout, ce n'était même pas la moitié de la salle, mais quelques personnes, juste quelques-unes, ont commencé à applaudir, certaines maladroitement, d'autres sincèrement. Un des collègues de maman, un homme que je ne reconnaissais à peine, me fit un petit signe de tête en passant. Mais ce n'était pas l'applaudissement qui comptait. C'était d'être enfin vu. Et juste au moment où j'atteignais les portes doubles à l'arrière du centre communautaire, quelqu'un cria mon nom. Ce n'était pas maman, ce n'était pas Eric. C'était quelqu'un à qui je ne m'attendais pas. C'était tante Denise. Maintenant, vous devez comprendre que tante Denise était la silencieuse. Elle était toujours là pendant les fêtes, elle apportait toujours le même gratin de patates douces, elle souriait poliment et restait à l'écart du drame. Dans notre famille, rester silencieux n'était pas juste un trait de caractère, c'était une stratégie de survie. Et Denise l'avait maîtrisée. Honnêtement, je ne pense pas l'avoir jamais entendue élever la voix une seule fois en près de 30 ans. Alors, quand elle se leva, sa chaise grattant bruyamment contre le sol, et dit « James, attends », toutes les têtes se tournèrent. Je m'arrêtai dans l'encadrement de la porte. Je n'avais pas envie. Tout en moi criait de continuer, de monter dans ma voiture et de ne jamais regarder en arrière. Mais quelque chose dans sa voix, ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la condescendance, c'était autre chose. Je me retournai. Elle marchait lentement vers moi, comme si même elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle faisait. Ses yeux se posèrent sur maman, qui semblait presque amusée pendant un instant, comme si elle attendait que Denise me gronde, que je retourne à ma place. Mais Denise ne la regarda plus. Elle me regarda et puis, elle fit quelque chose que personne d'autre n'avait fait ce jour-là, peut-être même dans toute ma vie, elle me prit dans ses bras. Pas une étreinte timide, pas une tape sur l'épaule forcée, pas un câlin de circonstance. Une véritable étreinte, pleine, à bras ouverts. Elle m'enlaça comme si elle ne m'avait pas vu depuis des années. Et elle ne voulait pas me lâcher. Lorsque, finalement, elle se recula, sa voix se cassa alors qu'elle disait « J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps ». Derrière elle, je vis ma mère se figer. Denise se tourna légèrement pour faire face à la salle,
pas de façon dramatique, pas comme si elle voulait créer un scandale, mais avec une détermination silencieuse qui, d'une manière ou d'une autre, résonna plus fort que tout ce que j'avais dit. Vous l'avez vu aussi, dit-elle. Ne faites pas semblant de ne pas l'avoir vu. Le silence dans la salle changea. Ce n'était plus un silence stupéfait et mal à l'aise. C'était un silence coupable. Denise continua, sa voix devenant plus ferme, nous l'avons laissé faire. Elle avait prétendu élever un enfant parfait, à l'ombre de l'autre. Nous l'avons laissé parler d'Eric comme s'il était son monde entier et de James comme s'il n'était qu'une face qu'elle devait supporter. Je me souviens des anniversaires, des pièces de théâtre scolaires, de la remise des diplômes, où James a prononcé le discours du major de la promotion et Hélène est partie à mi-chemin parce qu'Eric ne se sentait pas bien. Cette dernière phrase frappa comme un coup au cœur, car c'était la vérité. J'étais sur scène, souriant à travers mon discours, faisant semblant de ne pas voir la chaise vide au premier rang, celle où ma mère aurait dû être assise. Elle m'a envoyé un texto ce soir-là, désolé, je n'ai pas pu rester. Eric avait mal à la tête. Une tête. Vous vous souvenez de ces choses, dit Denise plus doucement maintenant. Vous ne disiez rien, aucun de nous ne disait rien. Et James? Elle se tourna vers moi, les yeux brillants. Je suis désolé d'avoir fait partie de ce silence. Je ne pouvais pas répondre, ma gorge était serrée, un nœud se formait en moi, je n'avais pas prévu cela. Pendant un instant, j'ai pensé que j'allais pleurer, pas de tristesse, mais de soulagement, comme si un poids qui m'avait écrasé pendant si longtemps venait d'être déposé. J'avais oublié ce que ça faisait de se tenir debout sans ce fardeau. Je n'ai pas été une bonne sœur pour toi, dit Denise, plus bas maintenant. Mais peut-être que je peux être meilleure maintenant. Je hochai la tête, incapable de faire autre chose. Puis vinrent les murmures. Une des collègues de maman, une petite femme aux cheveux grisonnants et au foulard floral, se leva et s'éclaircit la gorge. J'ai travaillé avec Hélène pendant presque 20 ans, et je suis désolé, mais je ne savais pas qu'elle avait un second fils. Je clignai des yeux. Elle parlait tout le temps d'Eric, continua la femme, en tripotant son bracelet. Mais je ne me souviens pas qu'elle ait mentionné James, pas une seule fois. Un murmure se propagea dans la salle. D'autres se levèrent, hésitants, gênés mais clairement perturbés. L'un de mes cousins plus âgés, Evan, me jeta un coup d'œil et dit, « Mec, je me suis toujours demandé pourquoi tu arrêtais de venir. Je pensais que tu étais juste le calme. » Je ne savais pas tout ça, maman. Pendant ce temps, maman était complètement immobile. Son expression n'avait pas changé, mais ses mains étaient serrées sur ses côtés, son sourire avait disparu. Et Eric, il avait l'air perdu, comme si on lui avait arraché le tapis sous ses pieds, comme si sa réalité entière venait de s'effondrer. Parce que voilà ce qu'il faut savoir sur les enfants dorés, ils brillent seulement tant que tout le monde garde les projecteurs braqués sur eux. Mais une fois que les gens commencent à détourner le regard, à se demander pourquoi la lumière est si étroite, ce qui semblait briller commence à ressembler de plus en plus à une projection. Ma mère finit par avancer. Le masque calme et posé qu'elle portait toujours se fissura, pas brisé, mais fissuré, comme la glace fragile sous trop de pression. « Tu as fait ton point, dit-elle, les mots froids et délibérés. Tu m'as embarrassé. Tu as transformé ma retraite en un spectacle. » Je la regardai, ferme. « Non, tu as fait ça dès que tu as ri et dit que je ne valais pas la peine d'être élevé. » Elle me fixa longuement, et je le vis vraiment. Ce n'était pas seulement la femme qui m'avait élevé ou pas, ce n'était pas la professeure qui avait consacré sa vie à façonner des esprits jeunes. Je voyais quelqu'un qui ne pouvait pas accepter d'avoir tort, quelqu'un qui avait écrit une histoire de sa vie et refusait d'accepter qu'elle en ait laissé un chapitre entier de côté. Puis elle dit, la voix aiguë et tendue, « Tu penses que j'avais le choix? Tu penses que j'avais l'énergie pour élever 2 enfants après ce que ton père a fait? Je choisis celui qui me rendait la vie plus facile, qui ne me remettait pas en question, qui n'avait pas besoin de tant de choses. » Ça ressemblait à une confession et une gifle en même temps. « Tu as choisi celui qui te laissait prétendre que tout allait bien, répondis-je. Ça ne rend pas ça juste, ça rend juste ça facile. » Elle regarda autour d'elle, vraiment réalisant, que la salle n'était plus de son côté. Les gens ne souriaient plus, ils n'applaudissaient plus. Ils ne cherchaient même pas à croiser le regard. Et cela, plus que tout ce que j'avais dit, semblait la déstabiliser. Elle se tourna, ne s'excusa pas, ne se défendit pas. Elle se contenta de retourner à sa place, prit son verre et but comme si c'était de l'eau, comme si elle prétendait assez fort que rien de tout cela ne s'était passé. Mais si. Ça s'était bien passé. Et alors que je me tenais là, le cœur battant, le micro encore chaud dans ma main, je réalisais que ce n'était pas fini. Il y avait une dernière chose qu'ils devaient tous savoir, une dernière partie de cette histoire que personne dans cette pièce, pas même Eric, ne savait. Alors je me tournai de nouveau vers la foule. Ma voix était calme, presque douce, mais claire.
il y a une autre chose que vous devez savoir sur mon père, et juste au moment où je vis les yeux de ma mère s'élargir dans la panique, je lâchai la bombe, le secret, celui qui avait tout changé. Je pris une grande inspiration. Il y a une autre chose que vous devez savoir sur mon père, dis-je, stable maintenant, mais aussi tranchant qu'une lame. Il n'est pas parti tout seul. Il est parti parce que maman lui a donné un choix, Eric ou moi. Un murmure traversa la salle, un verre tintant quelque part, alors qu'une personne le posait trop rapidement. Tous les regards étaient maintenant sur moi, non pas avec pitié, non pas par curiosité, mais avec ce genre de silence stupéfait qui survient quand les gens réalisent que l'histoire qu'ils croyaient connaître n'était que la surface. Le verre de maman s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Je la regardai droit dans les yeux. Tu lui as dit qu'il pouvait rester dans la vie d'Eric, mais que s'il voulait aussi rester dans la mienne, tu t'assurerais qu'il ne nous voit plus jamais, ni lui ni moi. Tu lui as donné un ultimatum. Choisis un fils, tout comme tu l'as fait. C'était vrai, je l'ai appris par accident il y a 2 ans. Papa m'a retrouvé après que j'ai déménagé à l'autre bout du pays. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes assis maladroitement dans une cabine de dîner, et après les banalités et les excuses, après des années de douleur et de confusion, il m'a enfin dit, je pensais que je pouvais être le père dont tu avais besoin, dit-il, la voix tremblante, mais ta mère, elle a dit que si je ne m'éloignais pas de toi, elle emporterait Eric et disparaîtrait. Elle a dit qu'elle s'assurerait que je ne vois plus aucun de vous. Et je savais qu'elle le pensait. Je me souviens avoir regardé mon café pendant longtemps, essayant de comprendre, ne sachant pas quelle trahison faisait le plus mal, la sienne ou celle de maman. Mais maintenant, debout devant une foule de gens qui voyaient enfin la vérité, ça n'avait plus d'importance, car maintenant tout le monde savait. La salle était silencieuse. Je continuai, il a fait le mauvais choix et je lui ai dit. Mais au moins, il a admis son erreur. Au moins, il a essayé de réparer les choses. Je me tournai vers maman. Toi, tu ne l'as jamais fait. Tu as maintenu ce mensonge pendant 30 ans. Tu t'es peinte comme l'héroïne, la victime, la martyre. Et tu as nourri tout le monde avec une version de ta vie où je n'existais pas. Elle se leva, puis, lentement, pour la première fois de ma vie, elle ne semblait pas forte, elle ne semblait pas en contrôle. Elle avait l'air acculée. Tu crois savoir tout, dit-elle en essayant de faire un sourire méprisant, mais ça sortit plat. Tu crois que ça te rend juste? Non, répondis-je, mais j'en ai fini de faire semblant que tu l'étais. Je me tournai alors vers Eric. Il n'avait pas bougé, n'avait rien dit, sa bouche légèrement ouverte, son expression figée entre l'incrédulité et autre chose. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la peur. Mais ça n'avait plus d'importance. Je ne te blâme pas, Eric, dis-je assez fort pour que toute la salle m'entende. Tu étais un enfant, tu jouais simplement le rôle que maman t'a donné, mais tu n'es plus un enfant. Ça fait des années que tu connais la vérité et tu n'as rien dit. Il tressaillit, il méritait ça. Tu l'as laissé m'effacer, dis-je. Tu as aidé. C'est là que je vis son expression se fissurer, juste un instant, comme si quelque chose en lui se mettait enfin en place, comme s'il me voyait, vraiment me voyant pour la première fois. Mais je n'attendis pas des excuses, un discours ou une réconciliation pleine de larmes, car ce n'était plus de leur histoire. C'était de la mienne. Je descendis de la petite estrade, remis le micro à l'animateur stupéfait et sortis par les portes doubles du centre communautaire. Personne ne me suivit, personne ne m'arrêta. Et pour la première fois de toute ma vie, je n'avais pas l'impression de m'éloigner d'une famille. J'avais l'impression de marcher vers quelque chose, ma propre paix à moi. Les jours qui suivirent, les choses changèrent. Mon téléphone vibra le matin suivant avec des messages de gens qui étaient à la fête, des cousins que je n'avais pas entendus depuis des années, des anciens voisins, même quelques anciens collègues de maman. Certains s'excusaient, d'autres étaient simplement choqués. Plus d'un m'a dit que j'avais dit ce que tout le monde ressentait mais n'avait jamais eu le courage de dire. Tante Denise m'envoya un message privé, me disant qu'elle était fière de moi, qu'elle serait là si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit. Elle le pensait. Eric m'envoya un long message par email qui commença par des excuses, dévia vers des souvenirs, et finit par cette phrase au bas, je ne sais pas si je peux réparer ça, mais je veux essayer. Si tu veux jamais parler, je t'écouterai. Peut-être que je répondrai un jour. Peut-être pas. Ça, c'est à moi de décider maintenant. Quant à maman, elle ne m'a pas contacté. Pas une seule fois. J'ai entendu de la part d'autres personnes qu'elle raconte sa version des événements, qu'elle dit que j'ai détourné sa fête, que j'ai tout fait pour que ce soit à propos de moi, que j'ai tordu la vérité. Très bien. Qu'elle le fasse. Qu'elle vive dans ce petit monde qu'elle a construit, où elle peut être la victime et moi, juste le fils en colère et ingrat. Elle n'a plus le droit de me définir. Pas maintenant. Pas jamais.